populations de Mayo, à Soubré et d'Atigei dans la sous-préfecture de Sikansi ont maintenant accès à l'eau potable. Ces villages ont chacun un château d'eau. Les éléphantaux sont champions d'Afrique des nations des moins de 17 ans depuis hier. Et puis au Bangladesh, le propriétaire de l'immeuble effondré a été arrêté. Pendant ce temps, le bilan se chiffre à au moins 367 morts. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30. Le village d'Atigei dans la sous-préfecture de Sikansi et celui de Mayo à Soubré pourront avoir de l'eau potable. Ces deux villages viennent de recevoir 2 châteaux d'eau. Cela a été rendu possible grâce au projet d'urgence d'infrastructures urbaines, un projet financé par la Banque mondiale. Thomas Guessambi nous en dit plus. Les bananes que nos mamans coupent pour venir nous faire manger, le tronc, quand on coupe le tronc, on fait un trou où il y a la moelle. Et puis jusqu'au soir, ça remplit d'eau. C'est ça, nos parents vont puiser. Et après la nourriture, c'est ce que nous vivons. Un témoignage qui n'aura certainement plus droit de citer dans la vie des habitants d'Atigei. Le projet d'urgence d'infrastructure urbaine PUIR vient donc au secours de ces populations. Comme on le voit, il y a désormais de l'eau, mieux de l'eau potable dans les pompes et robinets. Atigei n'est pas la seule localité à goûter à l'eau potable. Il y a Mayo. Ici, c'est à ce cours d'eau que la population s'abreuve avec tous les risques que cela peut comporter. Je vois les gens, ils ont bien compris maintenant, on est en train de prendre le compteur maintenant. Sinon avant c'est l'eau des barrages qu'on boit. Mais maintenant, alhamdulillah, c'est l'eau des châteaux qu'on boit. L'addiction à l'eau potable est aujourd'hui une réalité. Mais le tout n'est pas gagné car il faudra se raccorder au réseau de distribution. Une équation que les élus locaux et les acteurs majeurs de l'eau potable devront résoudre pour le bonheur des populations. Retour à Abidjan où le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix forme les habitants du quartier coccinelle d'Abobo à la gestion des conflits. Cette population vit dans la méfiance tiraillée entre conflits interethniques et peur après la crise post-électorale bien sûr. Formation et sensibilisation se multiplient donc pour un retour définitif à la paix. On en parle avec Laetitia Mangli. Cité coccinelle PK18. Ce quartier d'Abobo porterait encore les séquelles de la crise post-électorale. La cohésion sociale d'autrefois ayant fait place aux conflits interethniques. Les habitants de ce quartier espèrent un jour un retour à la normale. Et pour y arriver, le comité de réconciliation de la cité coccinelle et les jeunesses des partis politiques de Côte d'Ivoire ont bénéficié d'une formation, histoire de jeter les bases d'une collaboration dans le cadre de la réconciliation nationale. Beaucoup de gens ne se fréquentent plus, des voisins qui ne se parlent pas. Donc, on vient de bénéficier d'un séminaire qui nous aidera à avoir les outils essentiels pour conduire notre mission de réconciliation au sein de la cité coccinelle. La violence n'a jamais rien réglé, donc il était bon de venir apprendre à se parler, apprendre à harmoniser nos positions, nos points de vue et apprendre à se faire entendre de façon pacifique. Une initiative du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, WANEP, qui entreprend depuis la fin de la crise des actions de médiation communautaire. Ces 2 jours ont été pour nous une occasion non seulement de renforcement de leurs capacités en technique de médiation et de négociation, mais aussi de planification des actions qu'ils auront à mener sur le terrain. En collaboration avec le Partenariat global pour la prévention des conflits armés, le WANEP veut aider les communautés à s'impliquer davantage dans la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Les femmes parlementaires de Côte d'Ivoire, elles, sont en formation aussi à Grand Bassam. Elles sont formées sur les droits des femmes et l'égalité des sexes, ce qui va leur permettre de poser des actions pour un leadership féminin plus accru. Le reportage d'Aimé Kouadio. Les 26 femmes parlementaires de Côte d'Ivoire instruites sur les notions de droits de la femme et l'égalité des sexes. Une formation pour renforcer leur leadership et mieux faire la promotion des droits des femmes. Pour faire un bon plaidoyer au Parlement, les experts de l'Union interparlementaire ont formé les participantes sur plusieurs points. Entre autres, la maîtrise des accords internationaux et nationaux relatifs aux droits des femmes. Nous souhaitions qu'après ce séminaire, nous puissions avoir d'abord le quota et par la suite la parité.
Les participantes à ce séminaire s'engagent à travailler pour l'épanouissement de la femme. Pour la ratification de certaines conventions qui doivent protéger la femme, nous sommes obligés de faire du lobbying auprès de nos frères, de nos époux. Nous allons quand même essayer de sensibiliser nos sœurs, qu'elles n'aient pas peur, de s'exprimer, qu'elles n'aient pas peur d'aller au-devant des choses et qu'elles n'aient pas peur de prendre leurs responsabilités. Une formation sur les droits des femmes. Reste maintenant à ces députés de s'activer pour le vote des projets de loi. Des projets de loi sans doute liés à la lutte contre les violences basées sur le genre, la mise en place d'un fonds d'appui aux femmes et l'obtention d'un quota de 30% de femmes dans les sphères de décision. Faire du sport pour maintenir une bonne santé, l'association Sport dans ma vie en fait son credo. L'organisation a initié hier une journée sportive doublée d'un contrôle santé de tous ses membres. Hamza Diaby nous en parle. Privilégier autant que possible la marche à la voiture et éviter l'ascenseur au profit des escaliers. Ce sont les articles 1 et 2 de la charte de Sport dans ma vie, l'association pour la promotion du sport doux à l'endroit de tous. Le sport, c'est la vie. Ça permet aussi beaucoup de joie. Toute la semaine, on stresse et ça nous permet de décompresser. Et puis d'aller de l'avant dans la vie. C'est très important le sport. Conférence sur les vertus du sport et bilan santé des membres de l'association. C'était les grandes articulations de cette journée sportive. On a compris que de toute façon, ces deux choses-là allaient ensemble. Qu'il fallait pratiquer le sport pour pouvoir gagner en santé. Nous sommes très contents de l'engouement qu'a eu cette opération, qui a vu la participation de pratiquement, on va dire, la totalité de nos 300 membres. Sport dans ma vie comporte un volet culturel, un volet santé et surtout un volet sportif. D'où le lancement depuis début 2013 du programme d'initiation de ses membres à la natation et au golf. Faisons un clin d'œil à la culture avec cette exposition d'art en pleine nature dénommée bien sûr Art et Nature. Une opportunité pour une vingtaine d'artistes, peintres, plasticiens et même musiciens de se côtoyer et faire montre de leur savoir-faire. Art et Nature est à sa 4e édition et prend fin aujourd'hui même. Franck Quadio. En pleine nature, Monet boutisse le dessin. Sa technique, le jet, effectué sans contact du pinceau avec la toile. Non loin de lui, un autre artiste peintre, Oussou Justin, donne dans le semi-figuratif, histoire de mieux témoigner de son époque. Je suis en train de construire une ville parce que l'artiste est le témoin de son temps. Aujourd'hui, nous vivons à cheval sur le temps moderne et le temps traditionnel. Moi, c'est d'immortaliser ces anciennes architectures-là sur des toiles pour qu'un jour, ceux qui n'ont pas pu voir ces maisons-là disent que ces maisons-là existaient une fois en Côte d'Ivoire. Des œuvres d'art sculptées, tissées et même suggérées en milieu naturel à 80 km d'Abidjan. C'est le principe de l'exposition Art et Nature qui est à sa 4e édition. En déplaçant toute une galerie d'Abidjan dans une nature qui est belle, mettre deux beautés côte à côte, ça éveille chez les gens, ça réveille des émotions très intenses. Thème choisi cette année, célébrons le travail. Et avec ses assemblages hétéroclites, Diremaï le plasticien en fait l'historique. En somme, Art et Nature, un univers intimiste qui plaît bien aux visiteurs. L'artiste qui a présenté ces objets-là, il se procure des petites choses pour créer son art. Et je vois que c'est très beau, c'est bien présenté. Art et Nature édition 2013 prend fin le dimanche 28 avril. Et puis les éléphantos tirent leur épingle du jeu face aux Aiglons du Nigeria hier lors de la finale de la CAN des moins de 17 ans au Maroc. Ils sont sacrés champions d'Afrique. Ils remportent ainsi pour la première fois de leur histoire la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans au tir au but 5-4. À l'étranger, non loin de la Côte d'Ivoire, au Ghana voisin, le recyclage des déchets domestiques participe à la production des produits pour l'agriculture. Plusieurs personnes s'y mettent et cela leur permet de se prendre en charge. Avec son taux de croissance spectaculaire, le Ghana est l'une des économies les plus actives d'Afrique de l'Ouest. Mais rançon du succès, sa capitale, Accra, est surchargée de déchets. Elle génère plus de 1500 tonnes d'ordures par jour.
Un fléau que la municipalité est incapable d'éradiquer toute seule. Alors, c'est le secteur privé qui prend en charge cette activité. De la collecte au recyclage, pêle-mêle des déchets domestiques, mais aussi du matériel médical ou encore des appareils électroniques. À Accra, la Carpe recycle près de la moitié des déchets urbains. À pleine capacité, la société emploie directement 500 personnes. Et si le tri des déchets n'est pas encore le fort des Ghanéens, l'activité, elle, est florissante. Les déchets organiques sont recyclés en un compost agricole qui s'exporte dans toute la région. Nous avons reçu des contacts de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso. Ils font pousser beaucoup de légumes là-bas et ils envisagent sérieusement de développer leur marché avec ce type d'engrais. De la croissance au développement durable, ce compost est également vendu aux agriculteurs, notamment dans le nord du pays. Ce qui permet ainsi de sortir le Ghana de sa dépendance aux fertilisants chimiques polluants importés de l'étranger. En Chine, le salon de Shanghai a ouvert ses portes au grand public et devrait accueillir plus de 800 visiteurs en 9 jours selon les organisateurs. Au total, 1300 modèles sont exposés sur 280 000 m² par des exposants venus de 20 pays. Le plus important salon de l'automobile chinois ouvre ses portes à Shanghai. Plus de 800 000 visiteurs sont attendus pendant ces 9 jours pour découvrir les 1300 modèles exposés. Dans ce pays de plus d'1 milliard d'habitants, seuls 4 Chinois sur 100 ont une voiture. Un marché en pleine expansion pour les fabricants. Le marché chinois est très important pour nous. Le secteur représentait environ 19 millions d'unités l'année dernière. D'ici à 2020, nous prévoyons que le marché augmente à 30 ou 32 millions. Pour vendre sur le territoire, les firmes internationales s'allient avec les producteurs locaux. Un calcul judicieux qui permettra de satisfaire la demande croissante des villes de l'ouest et du sud du pays. Le groupe Jaguar Land Rover, par exemple, prévoit l'ouverture de 100 nouvelles concessions d'ici à l'année prochaine. Je dois dire que c'est la première fois que nous nous engageons dans ce type de partenariat. C'est aussi la première fois que nous avons une nouvelle usine en dehors du Royaume-Uni. Donc oui, nous devons aussi apprendre de l'intérieur de l'entreprise. Loin derrière les concept cars rutilants, les voitures électriques. Elles ne séduisent pas encore les conducteurs chinois et sont les grandes oubliées de ce salon. Et puis au Bangladesh, le propriétaire de l'immeuble a été arrêté. Le nombre de morts dans l'effondrement de l'immeuble de 8 étages a atteint les 367. Près de 2500 personnes ont été sauvées selon la police. Il y aurait encore pas moins de 900 portés disparus. C'est la pire catastrophe qu'ait jamais connue l'industrie du textile du Bangladesh en plein essor. La recherche de survivants se poursuit. Au Bangladesh, les sauveteurs s'acharnent pour dégager une quarantaine de survivants des décombres de l'immeuble qui abritait des ateliers de textile. La police a arrêté 2 propriétaires d'ateliers. Ils ont été inculpés d'homicide dû à la négligence, l'immeuble ayant été construit illégalement. Son effondrement a tué au moins 332 personnes. Depuis mercredi, les manifestations s'enchaînent et de nombreuses usines sont fermées. Les syndicats des ouvriers du textile appellent à la grève dimanche pour réclamer de meilleures conditions de travail. En France aussi, un immeuble HLM de 4 étages s'est effondré aujourd'hui à Reims, faisant 2 morts et 9 blessés. Sachez aussi, avant de nous dire au revoir, qu'en Italie, des coups de feu ont été tirés aujourd'hui même devant le palais du gouvernement à Rome au moment où le gouvernement, l'État, prêtait serment. Bilan de blessés et de policiers. Voilà, c'est sur cette information que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain.